Elle avait porté cette robe pour fêter ça. La robe Valentino était arrivée 3 semaines plus tôt, dans une boîte noire plate, nouée d'un ruban couleur nuit. Et Mila l'avait soulevée à 2 mains. La façon dont on soulève un objet dont on sait qu'il aura son importance. Longue jusqu'au sol, d'un rouge bordeaux profond, avec un corsage structuré qui se fondait dans une jupe fluide et vaporeuse à chacun de ses pas. Elle avait coûté une somme si exorbitante que sa comptable avait hésité avant de donner son accord. Elle avait ri et lui avait dit de l'approuver malgré tout, car rares étaient les moments dans la vie d'une femme qui méritait une robe pareille, et elle comptait bien être prête quand la sienne arriverait. Ce soir devait être ce moment. La finalisation de la plus grosse acquisition de l'histoire du groupe d'Eminem, 2 milliards de dollars. Ses négociations, sa vision, 10 ans de travail acharné, 18 heures par jour, des sandwichs d'aéroport et des réunions où des hommes 2 fois plus âgés qu'elle la regardaient comme si elle s'était trompée d'endroit. Tout cela concentré en un instant magique, incontestable. Elle avait tout planifié. Le dîner, le champagne, le discours qu'elle avait répété 3 fois cette semaine devant le miroir de sa salle de bain, non par nécessité, mais parce que celui-ci méritait d'être prononcé à la perfection. Elle n'avait pas prévu le dossier. Bienvenue sur Black Silk Stories, le site des histoires afro-coréennes qui vous marque. Abonnez-vous, laissez un commentaire et restez avec nous. Ce n'est que le début. Le dossier se trouvait dans le 3e tiroir du bureau personnel de Wen. Le tiroir qu'il gardait fermé à clé. Celui qu'elle n'avait jamais ouvert en 2 ans de mariage, car elle n'en avait jamais eu besoin, car elle lui faisait une confiance absolue, comme on fait confiance à quelqu'un qu'on a choisi de tout son cœur, les yeux grands ouverts, avec tous les instincts aiguisés au fil des années. La serrure était cassée, non forcée. Le petit mécanisme en laiton avait simplement cédé sous l'effet du temps. Et lorsque Mila ouvrit le tiroir à la recherche de la carte de réservation qu'elle y avait glissée 2 semaines auparavant, le dossier était là, tout simplement, brun, sans intérêt particulier, avec l'inscription « PD » de la main d'Owen. Elle faillit refermer le tiroir. Presque. Mais Mila Admi avait bâti le groupe Eminem, à partir d'une simple entreprise de logistique héritée à 24 ans, en un conglomérat valant des centaines de millions de dollars, en lisant attentivement chaque document qui lui tombait sous la main. Contrat, notes de bas de page, annexes que les avocats supposaient vainement ignorer. Ce n'était pas de la paranoïa, mais la discipline qui la distinguait de ceux qui avaient failli réussir. Elle ouvrit donc le dossier et, sous un contrat de location, dans une police d'assurance, se trouvait un certificat de mariage. Luna Una Park Estate Marie. Elle lut la date. 7 ans plus tôt, la salle à manger de leur unique pentouse était de ces pièces que l'on voit dans les magazines d'architecture. Des baies vitrées du sol au plafond. La ville s'étendait à ses pieds comme un circuit imprimé illuminé par en dessous. La table était dressée pour 2 bougies en cristal et lin blanc que Yuna avait disposées le matin même avec la même efficacité discrète qu'elle mettait dans tout ce qu'elle entreprenait. Yuna, qui avait travaillé pour Mila pendant 18 mois avant que celle-ci ne rencontre Owen, qui lui avait apporté son café chaque matin, connaissait tous ses mots de passe, s'asseyait devant chaque porte close lors des réunions et lui adressait ce petit sourire prudent chaque fois qu'elle la remerciait, qui était son épouse depuis 7 ans. Mila se tenait sur le seuil de la salle à manger, vêtue de sa robe Valentino rouge bordeaux, le dossier à la main, et observait son mari de l'autre côté de la table éclairée aux chandelles. Wen était déjà assis. Son smoking était d'un gris anthracite parfait. Sa chemise couleur ivoire. Ses revers de chemise captaient la lumière à chaque fois qu'il prenait son verre d'eau. Il était beau, de cette beauté propre à certains hommes. Chaque détail était soigneusement choisi pour produire un effet précis. Elle avait trouvé cela séduisant autrefois. « Tu as changé », dit-il en levant les yeux de son téléphone. Son regard parcourut la robe avec une sorte d'admiration. « Tu es extraordinaire. » « Je sais », répondit Mila. Elle s'approcha de la table et s'assit en face de lui. Elle déposa le dossier entre les 2 assiettes et observa son visage. Pendant 3 secondes entières, rien ne bougea. Puis quelque chose se produisit. Quelque chose de petit et de fugace, qui disparut avant même d'avoir atteint son apogée. Mais Mila avait passé 2 ans à scruter ce visage, que ce soit lors de petits déjeuners, de visioconférences ou de paisibles dimanches matins, et elle l'avait perçu. Comme on aperçoit une flamme qui s'éteint, non pas l'obscurité, mais la dernière lueur avant qu'elle ne disparaisse. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il d'une voix posée. « Viens. » La voix d'un homme qui s'était préparé à de nombreuses conversations. « Je crois que tu sais ce que c'est » répondit Mila. « Mila, Una Park, murmura-t-elle. » Clairement, avec cette assurance qu'elle avait pour exprimer des choses difficiles en salle de réunion, sans émotion, sans tremblement, car la vérité n'avait pas besoin d'enjolivement. 7 ans. Wen, tu es marié à mon assistant personnel depuis 7 ans. Les bougies brûlaient entre eux. Laisse-moi t'expliquer. J'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi d'abord, dit-elle. Avant que tu ne t'expliques quoi que ce soit,
avant que tu ne dises ce que tu as répété pendant si longtemps. Elle se pencha légèrement en avant. La robe Valentino capta la lueur des bougies et la retint. Regarde-moi dans les yeux et dis-moi que Yuna ne sait pas qui je suis. Le silence qui suivit fut une réponse en soi. Mila hocha lentement la tête. Elle se leva. Mila. Sa voix changea, toujours maîtrisée, mais une pointe d'amertume s'y fit entendre. Maintenant, assieds-toi. Nous pouvons en discuter comme. J'ai créé le groupe d'Eminem, dit-elle en prenant sa pochette sur la table. Petite bulle manoir. Je l'ai créé avant que tu n'existes dans ma vie, et je le créerai bien après cette conversation. Pour quoi que ce soit qui t'ait poussé à m'épouser. Et je crois comprendre maintenant exactement de quoi il s'agissait. Je veux que tu saches que tu as mal évalué une chose. Et laquelle? Elle le regarda une dernière fois. Moi, dit-elle, et elle sortit. Elle fit 4 pâtés de maison avant que sa main ne se mette à trembler. Non, pas de peur. Elle y réfléchirait plus tard et découvrirait que c'était du chagrin. Le chagrin spécifique et brutal de réaliser que quelque chose en quoi on croyait profondément avait été entièrement construit pour nous tromper. Que la vie que l'on menait n'était qu'une mise en scène, que les personnes les plus proches de nous lisaient un scénario qu'on ne nous avait jamais donné. Ses talons faisaient 10 centimètres, le trottoir était inégal, et elle était enceinte de 36 semaines, mais rien de tout cela n'avait d'importance car elle devait bouger. Elle avait besoin de la ville autour d'elle, de l'air frais de la nuit, de la distance qui la séparait de ce Pantouse et de l'homme qui y était assis. Elle tourna à gauche sur le boulevard principal, s'engageant dans une rue plus étroite bordée d'immeubles anciens, le genre de rue que la ville n'avait pas encore pris la peine de moderniser. Plus calme ici, plus sombre. Les bruits de la route principale s'estompaient derrière elle. Son téléphone n'avait plus que 11% de batterie. Elle avait laissé le chargeur sur son bureau car elle avait prévu d'être à un dîner, pas de marcher dans les rues de Séoul dans le noir, vêtue d'une robe Valentino, avec un bébé contre ses côtes et son mariage entièrement démantelé dans un dossier brun. Elle essaya d'appeler son avocat. Pas de réponse. Elle essaya d'appeler sa meilleure amie à New York. Directement sur sa messagerie. Puis elle entendit des pas derrière elle. Elle se retourna. 2 hommes se déplaçaient avec un but précis qui n'avait rien à voir avec le hasard. Des vestes sombres, les mains le long du corps, la fixaient. Il avait envoyé des gens. Cette pensée lui glaça le sang, l'envahissant d'une douleur lancinante. Il savait que j'allais m'enfuir et il avait déjà des gens qui m'attendaient. Elle se retourna et accéléra le pas. Le bébé bougea en elle, lourd et bas, et une vive douleur lui traversa le bas du dos, celle qu'elle ressentait par intermittence depuis 2 jours et qu'elle ignorait, car elle avait une fête à laquelle assister et une entreprise à gérer. Elle tourna à un coin de rue, puis à un autre. Son talon gauche s'accrocha à une fissure du trottoir et craqua. Le bruit, comme un petit coup de feu dans la rue silencieuse, la fit trébucher, se rattrapa contre un mur et resta là, à respirer. Le mur était froid à travers le dos de sa robe. La ville bourdonnait quelque part au-dessus et autour d'elle. Son dos la faisait souffrir atrocement, une douleur longue et insistante, et elle comprit avec cette clarté soudaine et totale qui survient lorsque le corps prend le pas sur l'esprit que ce n'était pas le stress. Le bébé allait arriver. Non, murmura-t-elle. Pas ce soir. Pas ici, s'il vous plaît. Pas ici. Son corps ne voulait rien entendre. Elle se plaqua contre le mur et jeta un coup d'œil en arrière, au coin de la rue. Les 2 hommes s'étaient arrêtés, observant sans l'avoir encore remarqué. Elle avait besoin d'aide. Elle en avait besoin immédiatement. Elle scruta la rue étroite du regard, et c'est alors qu'elle aperçut un garçon, debout à l'angle opposé, à moins de 10 mètres, la fixant d'un air ni effrayé ni confus. Il était petit, 7 ou 8 ans peut-être, mais il se tenait là, immobile, d'une immobilité inhabituelle pour un enfant qui s'aventure seul la nuit par hasard. Sa tenue la frappa encore, à cet instant précis. Un costume gris anthracite cintré à fines rayures, une chemise blanche au col impeccable et des chaussures sombres qui captaient la faible lumière de la rue. Il semblait avoir été photographié en miniature, sans que l'autorité ne soit altérée. Il la regardait comme un problème qu'il avait déjà décidé de régler. « S'il vous plaît, dit Mila. » Sa voix était plus assurée qu'elle ne l'était. « Aidez-moi, s'il vous plaît. Le bébé arrive et ils me poursuivent. » Le regard du garçon glissa au-delà d'elle, jusqu'au bout de la rue, puis revint à son visage. Il ne tressaillit pas. Il ne semblait pas hésiter. « Qui » demanda-t-il. Son coréen était clair et posé. Son regard était grave, comme celui de certains enfants. Non pas parce que l'enfance les avait quittés trop tôt, mais parce qu'ils étaient nés attentifs. Mila ouvrit la bouche pour répondre, puis une douleur intense et lancinante la submergea. Elle s'agrippa au mur, ferma les yeux et respira profondément, comme elle le faisait face à chaque épreuve sans jamais céder. Le garçon était déjà en mouvement.
Il glissa la main dans la poche intérieure de sa veste anthracite cintrée et en sortit un téléphone qui paraissait trop cher pour un enfant et qu'il tenait avec une telle aisance qu'il semblait ordinaire. D'une main, il composa un numéro et se plaça légèrement devant elle, entre elle et la direction d'où venaient les hommes, comme si c'était l'endroit où ils devaient se tenir. La communication fut établie dès la première sonnerie. « Papa », dit le garçon d'une voix calme, assurée, celle de quelqu'un qui fait son rapport à une personne de confiance absolue. « Je les ai trouvés et ils ont besoin d'aide. Urgence. » Il raccrocha avant que son interlocuteur ne puisse répondre. Puis il composa de nouveau le numéro des urgences. Cette fois, il parla rapidement, donnant distinctement le nom de la rue, l'intersection, le mot « enceinte » et le mot « immédiatement », avec l'efficacité de quelqu'un à qui l'on avait appris que paniquer était une perte de précieuses secondes. Mila le fixa du regard. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-elle, car elle avait besoin de se tenir à quelque chose, et sa stabilité était la seule chose solide dans cette rue. Il leva les yeux de son téléphone. « Jom, dit-il. Quel âge as-tu, Jom ?»« 7 ans. » Il le dit sans s'excuser, sans la gêne d'un enfant qui sait qu'un adulte est surpris par sa présence. Juste un fait. Peux-tu faire encore quelques pas? Il y a une entrée plus large au coin de la rue, plus facile pour eux de nous trouver. Il pensait déjà à qui viendrait nous aider et comment leur faciliter l'arrivée. Mila fa il lit rire. Le rire lui vint du fond du cœur et y resta, coincé entre l'épuisement et une émotion qui ressemblait dangereusement à de la gratitude. « Oui, dit-elle. Je peux marcher. » Elle prit appui sur le muret. Il se plaça à côté d'elle, ni devant, ni derrière, à côté d'elle, ce qu'elle n'aurait jamais imaginé de la part de qui que ce soit à ce moment-là, et encore moins d'un garçon de 7 ans en costume à fines rayures, et ils marchèrent ensemble jusqu'à l'entrée plus large qu'il avait indiquée. Arrivée au bout de la rue, elle entendit de nouveau les pas. En s'approchant, l'entrée plus large que Jom avait repérée était la porte en retrait d'un vieil immeuble dont le locataire avait déménagé depuis longtemps. La porte derrière eux était massive. Le rebord au-dessus était suffisamment profond pour les dissimuler à la vue directe de la rue. Jom avait tout vu en 10 secondes, avant même que Mila ne le remarque, ce genre de sens de l'espace qui ne s'apprenait ni à l'école ni à la télévision, mais au fil d'une vie passée aux côtés d'un homme qui connaissait toujours l'emplacement de chaque sortie avant même d'entrer dans une pièce. Mila s'appuya contre l'encadrement de la porte et respira. La douleur la submergeait par vagues, longues et ondulantes, s'estompant juste assez pour lui laisser le temps de réfléchir avant de revenir avec une autorité tranquille. Elle avait lu tous les livres, suivi tous les cours recommandés par son obstétricien. Elle savait ce que c'était, elle savait ce que cela signifiait, et cette connaissance ne la rendait pas moins intense. Elle lui donnait simplement un nom. Un travail actif, seul dans une rue sombre, l'âme en peine, vêtue d'une robe Valentino. « Parle-moi, dit-elle à Jam, car le silence ne faisait qu'amplifier la douleur, et la voix de ce garçon était la chose la plus stable dans son univers immédiat. « Dis-moi quelque chose. » Jung se tenait au seuil de la porte, les mains jointes derrière le dos, observant la rue. Cette posture si adulte, si caractéristique, lui serra le cœur malgré la douleur. « Que veux-tu que je te dise » demanda-t-il sans se retourner. « N'importe quoi. Comment t'es-tu retrouvé dehors ce soir ?» Il resta silencieux un instant, les yeux toujours rivés sur la rue. « Je voulais marcher seul, » dit-il. « J'ai demandé à mes gardes de rester en retrait. » Mila assimila l'information. « Tu as des gardes, » dit-elle. « Oui, et tu as 7 ans. » « Oui. » Elle expira bruyamment, la tête appuyée contre l'encadrement de la porte. Sa robe rouge bordeaux tirait légèrement sur ses pieds, là où son talon cassé avait modifié sa posture. Quand la contraction fut passée, elle le regarda. Ce petit garçon sérieux, dans son costume à fines rayures, montait la garde comme si c'était son devoir. « Ils arrivent, » demanda-t-elle. « Tes gardes sont déjà là, » répondit simplement Jom. « Ils ont toujours été proches. Ils ne voulaient juste pas que je le sache. » Il y avait quelque chose dans sa voix en disant cela. Ni ressentiment, ni gêne, mais un amusement secret, comme s'il l'avait toujours su et qu'il trouvait plus attachant qu'irritant. Il se tourna alors vers elle, le visage impassible et attentif. « L'équipe de secours arrive aussi, » dit-il. « Je leur ai indiqué cette rue. Ils nous trouveront. Et ton père ?» Demanda Mila. « Celui que tu as appelé en premier. » Quelque chose changea sur le visage de Jom. Pas grand-chose, mais suffisamment. Mon père protège les gens. Il a dit que ce n'était pas une explication. C'était un constat, énoncé avec la fierté tranquille d'un garçon qui avait très tôt décidé de ce qu'il pensait de la personne la plus importante de sa vie. Quand je vois quelqu'un qui a besoin de protection, je l'appelle. C'est ce que tu fais. Mila le regarda longuement. Jom, dit-elle doucement. Oui,
Merci. Il hocha la tête une fois. Sérieusement, comme si la gratitude était quelque chose qu'il recevait avec la même constance qu'il accordait à tout le reste. Puis son regard se reporta sur la rue, son menton se releva légèrement et Mila suivit son regard et les vit. Les deux hommes en veste sombre tournaient au coin de la rue, leurs yeux parcourant lentement, méthodiquement. La façon dont les gens se déplacent lorsqu'ils cherchent, confiants de trouver ce qu'ils cherchent. La main de Mila se porta instinctivement à son ventre. « Ne bouge pas, dit Jom doucement. Reste là. » L'ombre. Il s'avança jusqu'au bord de la porte. Il ne se cacha pas. Il resta là, immobile, dans son costume gris anthracite à fines rayures, les mains toujours jointes derrière le dos, parfaitement visible, parfaitement immobile. Un petit garçon dans la rue, la nuit. Le regard d'un des hommes se posa sur lui, puis se détourna, car ce qu'il cherchait, c'était une femme. Et un enfant seul, ce n'était pas ce qu'il cherchait. Parfois, le meilleur camouflage du monde est celui que la menace a déjà jugé inutile. Les hommes s'éloignèrent. Mila expira si lentement que c'en fut presque inaudible. « Comment as-tu su faire ça » murmura-t-elle. Jump retourna dans l'ombre de la porte. « Mon père dit que ce qu'il ne cherche pas est toujours l'endroit le plus sûr, » dit-il. L'équipe de secours arriva 6 minutes plus tard. 2 véhicules blancs à marquage bleu. La chef des ambulancières était une femme trapue en uniforme de la marine, qui se déplaçait avec l'agilité de quelqu'un qui avait accouché dans des situations bien pires et qui comptait bien que celle-ci se termine aussi bien que toutes les autres, en toute sécurité. Son badge indiquait Park Soo-jin. Elle jeta un coup d'œil à Mila, un autre à sa robe, un autre à son talon cassé, et dit « Très bien, nous allons vous sortir de cette rue sans un mot de trop », ce qui réconforta profondément Mila. « J'ai besoin d'un instant. » Mila répondit « Vous pouvez la voir dans la voiture. » Soo-jin dit « J'en ai besoin. Il y a 2 hommes. » « C'était juste madame, » dit Soo-jin d'une voix à la fois ferme et douce. « Ce qui se passe à l'extérieur de ce véhicule ne me regarde pas ce soir. Ce qui m'importe, c'est de vous emmener, vous et ce bébé, à l'hôpital. Pouvez-vous marcher jusqu'au brancard ?»« Je peux marcher partout, » répondit Mila, ce qui était en grande partie vrai. Elle prit appui sur le chambranle et se redressa, du haut de son 1m75, dans sa robe Valentino et son talon cassé, après 36 semaines de grossesse et 2 heures passées dans ce qui allait devenir la pire soirée de sa vie d'adulte. Elle marcha jusqu'au brancard, les épaules droites, car sa mère n'arrivait jamais effondrée. Jom marchait à ses côtés. Arrivé au véhicule, Soo-jin se tourna vers lui avec une expression qui se transforma lorsqu'elle le regarda vraiment. Le costume, les chaussures, le calme. « Êtes-vous de la famille » demanda-t-elle. « Non, » répondit Jim. « Alors j'ai bien peur que non. »« Il reste près de nous, » dit Mila depuis le brancard. Elle regarda Soo-jin droit dans les yeux. « Il m'a trouvé. Il vous a appelé. Il reste près de ce véhicule jusqu'à ce que les siens viennent le chercher. » Soo-jin regarda de nouveau Jom. Jean la regarda en retour. Avec une expression qui communiquait poliment, mais clairement que la décision était déjà prise, Soo-jin poursuivit son chemin. 30 secondes plus tard, les 2 gardes du corps surgirent de l'ombre du bâtiment voisin. Tous 2 grands, vêtus de costumes sombres, bien coupés et patinés, comme seuls les hommes qui portent des vêtements sérieux pour de sérieuses raisons le font. L'aîné, aux larges épaules et à la mâchoire carrée, s'approcha de Jom avec l'air particulier de celui qui, après 20 minutes d'angoisse contenue, s'autorisait enfin à paraître soulagé. Il s'appelait Beck. Affecté à Jom depuis 3 ans, il pensait secrètement que ce gamin lui donnerait des cheveux blancs avant la fin de l'année. « Jeune maître, » dit-il. « Beck, » dit Jom, « je vous demande de suivre le véhicule médical jusqu'à l'hôpital et de veiller à ce que personne ne s'en approche. Il y a 2 hommes dans cette rue, en veste sombre. » Ils suivaient la dame. Beck regarda le véhicule médical, puis Jom, puis la rue autour d'eux. « Jeune maître, votre père. »« J'ai parlé à mon père, » répondit Jom, ce qui était techniquement exact. « Si c'est abrégé. La dame et son bébé sont sous ma responsabilité ce soir. Pouvez-vous faire ce que je vous ai demandé ?» La mâchoire de Beck se crispa légèrement. Il regarda le second garde, plus jeune et plus mince, nommé Tay, qui avait la sagesse de baisser les yeux chaque fois que le jeune maître et Beck négociaient. « Oui, » dit Beck, car en 3 ans, il avait appris que Jom ne faisait pas de demandes inutiles. « Bien, » dit Jom. « Je vous accompagnerai. Vous m'accompagnerez. Je lui ai dit que je resterais près d'elle, » dit Jom. « Je lui ai donné ma parole. » Les mots prononcés par un garçon de 7 ans, debout dans une rue sombre et délabrée, en costume à fines rayures, résonnèrent comme un poids dans la poitrine de Beck. Il se redressa légèrement. « Oui, jeune maître, » dit-il. Dans le véhicule médical,
Entre deux contractions, Mila fixait le plafond et faisait ce qu'elle refusait de faire depuis qu'elle avait quitté le Penthouse. Elle pensait à Yuna, pas à Wen. Wen, elle pouvait la digérer. Les hommes qui se mariaient par intérêt étaient une catégorie bien connue. Elle savait les identifier, les comprendre, les classer et s'occuper d'eux comme il se doit, au moment opportun. Mais Yuna, celle qui, assise en face d'elle lors de l'entretien, avait déclaré « Je veux travailler pour quelqu'un qui construit quelque chose de concret », avec une franchise que Ma avait immédiatement respectée. Yuna, celle qui avait appris les habitudes, les préférences et les humeurs de Ma avec une attention que Mila avait prise pour de la loyauté. Yuna, celle qui, à l'hôpital, lors de la première consultation prénatale de Ma, s'était exclamée « C'est tellement excitant », les yeux pétillants et les mains jointes sur son impeccable blazer anthracite. Le savait-elle déjà? Le savait-elle depuis le début? Bien sûr que oui. La réponse s'installa dans l'estomac de Ma comme une eau glacée et y resta. Elle ferma les yeux. « Tu ne t'effondreras pas dans cette situation, » se dit-elle. « Tu ne vas pas craquer ce soir. Ce bébé arrive et tu seras là pour lui, car ce bébé n'a rien fait de mal et il mérite une mère présente. » La contraction revint. Elle inspira profondément à l'avant du véhicule. Jump s'assit à côté de Beck et regarda la ville défiler par la fenêtre. Les lumières de la ville se déplaçaient sur la vitre en longs rubans, blancs, dorés et parfois rouges. La ville était exactement la même qu'avant, ce qui le frappait toujours dans les moments difficiles. Tout à l'extérieur restait inchangé. Seul l'intérieur avait changé. Son téléphone vibra. Il regarda l'écran. « Papa », répondit-il. « Papa Jump. » La voix d'Ozio parvint du haut-parleur, basse et maîtrisée, avec une tension sous-jacente, entre l'alarme et le calme. La voix d'un homme pesant chaque mot, car il avait besoin d'informations avant de répondre. « Où es-tu » Beck dit, « Tu es dans un véhicule. » Suivant l'équipe médicale jusqu'à l'hôpital, Jom raconta qu'il y avait une femme. Elle était seule, poursuivie par quelqu'un, et son bébé était en train d'arriver. J'ai appelé les urgences et Beck s'en occupe. Elle arrive à destination saine et sauve. Un silence. Tu es en sécurité. Oui. La dame, qui est-elle? Elle s'appelle Mila. Jom a dit qu'elle portait une robe rouge. Elle avait peur, mais elle ne le montrait pas papa. Pas vraiment. Elle s'est dirigée vers le brancard, le dos droit. Un autre silence. Plus long cette fois. Ihre Fins, dit Ozio. Je serai en salle d'opération dans 3 heures. Reste avec Beck. Ne le quitte pas des yeux. Compris. Oui, papa. Jam. Oui, tu as bien fait, dit Ozio doucement. Simplement, comme il le faisait pour les choses importantes. Jom regarda la ville défiler par la fenêtre. Elle avait besoin de quelqu'un, dit-il. J'étais là. Oui. Son père dit, tu y étais. Le couloir de l'hôpital était blanc et large, et sentait l'antiseptique et l'air recyclé. Mila y fut conduite avec cette urgence concentrée et organisée que l'on retrouve dans les hôpitaux lorsqu'une urgence est réelle, et Beck s'occupait de l'accueil et des formalités administratives avec l'efficacité d'un homme habitué à se débrouiller dans des institutions complexes en urgence. Jump était assis dans la salle d'attente, devant la maternité, sur une chaise un peu trop grande pour lui. Sa veste était encore boutonnée, le dos toujours droit, les mains posées sur les genoux. Une infirmière qui passait s'arrêta et le regarda. « Tu es seul, mon petit ?» demanda-t-elle. « Jatens » répondit Jim. « De qui ?»« Des nouvelles, dit-il. De la dame en robe rouge et de son bébé. » L'expression de l'infirmière s'adoucit, comme seules les personnes touchées par une nouvelle inattendue peuvent le faire. « Êtes-vous de la famille ?» demanda-t-elle. Jampi réfléchit. « Pas encore, » répondit-il. 2h11 plus tard, le téléphone de Beck sonna. Il écouta, prononça 3 mots, puis raccrocha. Il s'approcha de Jim, toujours assis, le dos toujours droit, toujours éveillé, même si ses paupières s'étaient alourdies ces 40 dernières minutes, et s'accroupit à sa hauteur. « Le bébé est arrivé », annonça Beck. « Une fille. Ils sont tous les deux sains et saufs. » Jump hocha lentement la tête. Quelque chose bougea sur son petit visage. Pas un sourire à proprement parler, mais cette expression particulière qui se fige lorsqu'on apprend quelque chose. On le tenait très soigneusement, on peut enfin le poser. « Bien, » dit-il. Beck l'observa un instant. « Jeune maître, » dit-il prudemment. « Votre père atterrit dans 2 heures. Il viendra directement ici. »« Je sais, » dit Jim. « Il voudra tout savoir de ce qui s'est passé ce soir. »« Je le sais aussi, » dit Jim. Beck resta silencieux un moment. « La dame, » dit-il, « Mila, nos gens ont fait une brève vérification pendant que vous attendiez. Elle est. »
Il marqua une pause, choisissant le mot suivant avec le soin d'un homme qui comprenait que les informations données à cet enfant en particulier avaient toujours une signification particulière. C'est une personne importante. Jom le regarda. Elle était effrayée et seule dans la rue, dit Jom. C'est tout ce qui comptait ce soir. Beck se redressa. Oui, jeune maître, dit-il. Au bout du couloir, la porte de la maternité s'ouvrit. Une infirmière sortit, regarda vers la salle d'attente et son regard croisa celui de Jom. La patiente, dit-elle en s'approchant. La dame là-bas, elle demande le garçon, dit-elle. L'infirmière marqua une pause, comme pour vérifier qu'elle avait bien compris. Elle allait parler. Elle dit qu'elle voulait remercier le garçon qui était resté. Jump se leva de sa chaise. Il rajusta sa veste. Il passa brièvement la main sur son col. Puis il s'arrêta, car au bout du couloir, après l'infirmière, après les portes de la maternité, après tout le reste, un homme venait d'entrer par l'entrée principale. Grand, large d'épaules, un pardessus en laine noire sur un costume sombre, il semblait venir tout droit d'où il venait sans s'arrêter pour se changer. Et pourtant, il avait toujours l'air d'occuper tout l'espace. Son visage était dur et impassible, et son regard parcourait le couloir avec la méticulosité d'un homme qui scrute chaque pièce avant même d'y entrer. Ses yeux se posèrent d'abord sur Jom, puis sur la porte de la maternité, puis sur l'infirmière, et enfin lentement sur le nom inscrit sur le tableau des patients derrière le poste de soins. Mila aiuta un miam. Ocio se figia. Une expression traversa son visage. Rapide, maîtrisée, disparut avant même que quiconque ne le connaissant pas ne l'ait remarqué. Mais Jom la remarqua. Parce que Jom avait passé 7 pendant des années, il avait scruté le visage de son père comme d'autres enfants scrutent le ciel, à la recherche d'informations, de la météo, de ce qui allait arriver. Et ce qu'il voyait maintenant n'était pas de la confusion. Ce n'était pas le visage d'un homme découvrant le nom d'une inconnue. C'était quelque chose de plus ancien. Quelque chose enfoui depuis longtemps. Papa, dit Jim lentement. Tu la connais. Ozio regarda son fils. Pendant 3 secondes entières, il resta silencieux. Et en ces 3 secondes, la nuit tout entière se transforma. Black Silk Stories, où les histoires afro-coréennes sont racontées avec la profondeur, l'élégance et la passion qu'elles méritent. Si cette histoire vous a déjà touché, attendez de voir ce que vous réserve l'épisode 2. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Laissez un commentaire et dites-nous ce que vous avez ressenti en regardant cet épisode. Partagez-le avec quelqu'un qui a besoin d'une histoire qui le marque. Ne fait que commencer, et croyez-nous, vous ne voulez pas rater la suite.